Oui, ce sont trois femmes qui ont, au départ du livre, une seule chose en commun à travers les siècles, c'est de se sentir différentes, c'est-à-dire de ne pas se sentir appelées à être une femme comme leurs contemporaines. Donc ça se manifeste par une hésitation en face du mariage, de la vie de couple, voire même le fait d'avoir des enfants. Elles cherchent leur salut ailleurs, plus ou moins consciemment. Et donc elles ne se retrouvent pas dans le miroir de leur époque. C'est pour ça que le roman s'appelle La femme au miroir, c'est-à-dire que chacune de ces femmes, son époque va lui renvoyer une image d'abord de ce qu'elle doit être, et ensuite lui renvoie une image de ce qu'elle est. Et on va découvrir que ces femmes sont peut-être très très proches, enfin, on ne va pas raconter l'histoire, euh, parce qu'on a l'impression de lire trois romans au départ, et puis je crois que à la fin, on découvre que c'est bien un seul roman et quel est le lien entre tous ces personnages. Mais voilà, ces femmes qui se sentent différentes, selon les époques, vont être considérées comme des saintes, comme des sorcières, comme des prostituées, comme des bas bleus, etc. Voilà, elles vont devoir négocier avec l'époque leur image et l'affirmation d'elles-mêmes. Oui, d'ailleurs, elles sont plus confrontées au désir des hommes qu'elles n'ont elles-mêmes le désir des hommes. C'est-à-dire que c'est comme si le désir des hommes les avait précédées. Elles sont prises par, par les hommes immédiatement, surtout Anne, la première, qui, le livre commence par on la prépare, la préparation nuptiale. On est à Bruges en 1530 et on la prépare à ce mariage. Et c'est venu presque trop vite. Elle a à peine eu le temps de développer un désir que, ça y est, elle est embringuée dans un mariage. Et son premier acte, ça va être de s'échapper quand on ne fait pas attention à elle. La deuxième, Anna, son récit commence quand elle est en voyage de noces sur le lac Majeur. Elle est viennoise, mais de façon très traditionnelle, on fait un tour d'Italie avant que les mariés retournent à Vienne. On est en 1905. Et, et elle aussi ne pense pas que son destin, c'est le mariage, mais elle a trouvé un homme charmant. Enfin, c'est même pas un homme, c'est un couteau suisse. Il a tout, il est beau, intelligent, il est riche, etc. Donc elle se dit, si je ne le prends pas celui-là, c'est que j'y arriverai jamais. Donc elle essaye, elle s'essaye au destin d'une femme normale. Et, et évidemment, elle va avoir un certain mal. Et elle va connaître le désir d'une autre façon, enfin, entre autres parce qu'elle va, elle va travailler sur cette difficulté avec un des premiers disciples de Freud que j'appelle le docteur Calgary. Et, euh, et donc ça va être... c'est d'ailleurs assez amusant de présenter une des premières psychanalyses parce que c'est tellement exotique pour cette femme de payer un homme pour parler sur un sofa, ça lui paraît tellement abracadabrant qu'au début, elle va le refuser. Et la dernière, Annie, est évidemment aussi précédée par le désir des hommes, puisqu'elle est une star, une très jeune star. Elle a commencé sa carrière enfant. C'est une vedette d'Hollywood. Euh, et voilà, le désir des hommes lui a collé dessus, et les fantasmes des hommes lui ont collé dessus à travers sa vie ou à travers les films, avant même qu'elle sache, elle, ce qu'elle en pense. Je voulais absolument qu'on entende trois voix. Donc, certes, deux sont décrites en troisième personne. Anna de Bruges au XVIe siècle et puis Annie aujourd'hui. Mais le style est complètement différent, bien sûr, puisque comment dirais-je, la façon dont je peux rentrer dans leurs âmes et dans leur époque nécessite non seulement un vocabulaire différent, mais aussi une syntaxe différente. Et puis, je voulais qu'on entende une voix. Et c'est celle du milieu, la voix de Anna, puisque ce sont ses lettres. De toute façon, je suis obsédé par l'écriture épistolaire. Dans beaucoup de mes livres, ce sont des lettres, soit les lettres d'Oscar à Dieu, soit les lettres de Pilate dans l'Évangile selon Pilate à son frère. Dans mon théâtre, il y a des lettres partout. Parce que j'ai toujours l'impression que quand on écrit, on dit la vérité, alors que quand on parle, on ment. Excusez-moi. Pour aujourd'hui, j'ai sans doute beaucoup menti, mais la vérité est dans le livre. Et voilà, c'est parce que je pense que j'ai été amoureux de l'art et de la littérature le jour où j'ai vu Cyrano de Bergerac. Et vous savez, il y a Christian qui est beau,
qui est idiot aussi, et qui dit les mots de Cyrano, puisque c'est Cyrano qui écrit les poèmes d'amour à Roxane, et c'est constitutif chez moi. C'est celui qui écrit qui dit la vérité, alors que celui qui parle peut absolument être dans le mensonge. Parce qu'on peut se poser des tas de questions à la fin de ce livre. Le livre est une structure romanesque qui amène à se poser des questions, c'est-à-dire est-ce que c'est la même femme? Est-ce que c'est la même âme à travers plusieurs siècles? Est-ce qu'il y a d'autres liens qu'on peut découvrir? Enfin, il y a, mais ça, il faut avoir lu le livre. Il y a plusieurs couches qui permettent de lire cette structure romanesque et surtout de se poser des questions. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas d'apporter la réponse, c'est de partager la question.